Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, rendez-vous qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 février. Le titre de la matinale du jour est « Les indices de nouveau sous résistance ». Il y a 2-3 jours, un rebond technique a commencé sur les indices boursiers. Ce rebond a été soutenu par des bons résultats d'entreprise. Il a été soutenu par un rebond du pétrole. Il a été également soutenu par un soutien des banquiers centraux au marché. Mario Draghi a été plutôt positif sur un potentiel quantitative easing à venir. Le Japon serait prêt également à augmenter son quantitative easing. La Fed, dans les minutes de la Fed hier, nous a expliqué être très regardante sur les risques, sur la Chine, sur les marchés, sur l'inflation. Et la Fed, qui était jusqu'ici agressive sur le fait qu'elle allait monter les taux, a été beaucoup plus accommodante, beaucoup plus en retrait, attentiste par rapport aux prochains développements économiques. Grâce à l'énergie, au rachat de positions vendeuses, nous avons eu un beau rebond qui s'est mis en place et je vous expliquais mardi qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps du rebond se faire. Nous passons d'une situation où les indices sont fortement baissiers et survendus à un rebond technique qui se met en place, qui est soutenu par des bonnes nouvelles de court terme. Il faut laisser faire ce rebond technique, attendre que les indices, les matières premières arrivent de nouveau sous résistance. Et à ce moment-là, nous allons voir avec les nouveaux développements macroéconomiques, les publications d'entreprises, les dires de banquiers centraux, si la tendance de court terme haussière prend le pas et permet un retournement de tendance, ou si au contraire, nous étions une nouvelle fois dans un rebond technique avant une éventuelle reprise de la baisse. Nous voilà donc jeudi, les 4250 ont été atteints sur le CAC 40. Le CAC 40 donc est revenu sur le haut de son canal baissier, nous allons voir cela dans quelques instants. Le rebond a été fait, nous allons maintenant passer à la phase suivante. La phase suivante, ce sera soit une reprise baissière, soit une confirmation du rebond qui n'est pas encore là. Et nous allons voir donc quels sont les seuils à surveiller. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions tout au long de cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Paul, bonjour Jean-Jacques, bonjour Claude, José, Ronald, Fabrice. Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la matinale en direct ainsi qu'à la regarder en différé sur YouTube. Je vous en remercie tous énormément. Le sommaire de cette émission, comme d'habitude, c'est de regarder quelles sont les dernières actualités, puis de passer au calendrier économique et enfin de passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Alors, les derniers développements. Le CAC 40 a repris 6% en 4 séances. C'est son plus fort rallye de l'année. Et ce rallye s'explique par le fait que le CAC 40 était en baisse de 15% depuis le 1er janvier. Nous étions survendus en Europe. De nombreux indices avaient perdu 20, 30 à 40% sur les 6 à 8 derniers mois, en fait depuis les plus hauts de l'été dernier. Nous avons atteint des zones de prix d'importance sur lesquelles les banquiers centraux nous ont dit qu'ils étaient là en surveillance. Et c'est ce qui a permis donc ce rebond technique de s'opérer. Le pétrole a aussi aidé puisqu'il s'est stabilisé au-dessus des $30. Mardi, nous avions vu qu'il échouait sous les 30-31 et qu'il y avait des reflux des cours, mais les discussions allant bon train entre le Venezuela, entre la Russie, l'Arabie Saoudite pourraient déboucher à donc un gel de la production du pétrole. Ça pourrait potentiellement donc amoindrir l'offre et ça pourrait potentiellement tendre les cours à la hausse. Au fur et à mesure que les rumeurs se sont confirmées, au fur et à mesure que les réunions prennent forme, vous pouvez constater qu'il y a quand même un courant acheteur et il y a en tous les cas des rachats de positions vendeuses qui se font sur le pétrole, ce qui lui permet au moins de se stabiliser au-dessus des $30.
Un pétrole qui se reprend, c'est un pétrole qui soutient tout le secteur énergétique, tout le secteur pétrolier. C'est ce qui a permis aux indices américains de fortement se reprendre également hier. Goldman Sachs nous avertit que les rachats de positions de short ont été les plus fortes observées depuis 2014. Et par rapport à cela, je voulais vous dire que quand on regarde les indices américains sur les 2-3 dernières séances, ils ont rebondi, mais les valeurs les plus fortement achetées hier sur le SP500, c'était en fait les valeurs les plus baissières sur les 6-8 derniers mois. C'est-à-dire que les marchés, partant du principe qu'on avait fait un point bas, ne se sont pas mis forcément à acheter des dossiers positifs, des gros dossiers qui n'avaient pas forcément baissé, qui sont des valeurs de qualité, dirons-nous, mais les opérateurs, pour jouer le rebond, se sont focalisés sur les titres les plus délaissés, les plus survendus. Donc ça nous montre que certes, il y a un courant acheteur de court terme, mais il se positionne sur des valeurs très basses, très vendues, et donc ça nous montre que c'est juste des rachats de position de short pour le moment. Ce ne sont pas des prises de position de moyen long terme de la plupart des opérateurs sur la plupart des valeurs. On ne joue que les plus baissières. On a opéré un rattrapage. On va maintenant, sous résistance, voir si on a un rattrapage plus puissant, plus fort, ou si au contraire, les vendeurs de nouveau sortent du bois. Quant au Venezuela, par rapport au pétrole, donc le Venezuela est un des pays au monde où il y a la plus grande réserve. C'est théoriquement un pays donc qui devrait en profiter. Malheureusement, les prix sont tellement bas que ça fait une pression énorme sur le Venezuela qui gagne beaucoup moins d'argent, qui rentre beaucoup moins d'argent dans ses caisses. Le Venezuela a été obligé d'augmenter le prix de l'essence et de dévaluer sa monnaie. Donc le Venezuela est dans une situation vraiment historique, complexe, et c'est un des acteurs qui joue le plus, si vous voulez, pour un accord sur le pétrole. Ça fait déjà 6 mois que les responsables vénézuéliens vont dans les différents pays producteurs pour essayer d'avoir un accord et de réussir à faire remonter les prix, tellement cela pèse sur les finances du pays. Côté entreprises, c'est notamment les entreprises qui ont soutenu le CAC 40 hier grâce à de bons résultats. Aujourd'hui encore, on a vu des bons chiffres. Alors, il y a des bons et des mauvais, bien évidemment. Hier, vous avez vu BIC, par exemple, qui était une très belle valeur depuis 5-6 ans. BIC change de direction et marque un peu le pas. Et le titre a été sanctionné de 8% à la baisse. Donc, on voit bien que les bons chiffres sont très vite soutenus et les opérateurs sont friands des sociétés qui ont publié des bons chiffres. Par contre, dès qu'une société fait moins bien que prévu, revoit ses objectifs, etc., eh bien le marché ne les pardonne pas. Donc au niveau des chiffres du jour, Accor-Hôtel a marqué le pas au T4 suite aux attentats de Paris, comme attendu. Le marché le savait, donc les résultats ont été plutôt salués par les opérateurs. Air France a renoué avec un bénéfice d'exploitation en 2015 grâce au prix du baril. Là aussi, c'est une bonne nouvelle pour le titre qui s'adjugeait 7%, je crois, ce matin. Capgemini, même chose, prévoit d'améliorer sa marge en 2016 et le titre prenait la tête du CAC 40 ce matin. Dans les déceptions, ce matin, on a TF1 qui annonce un chiffre d'affaires en baisse au 4e trimestre. Eramet, la fameuse valeur qui est la valeur française des matériaux de base, est toujours sous pression. La société a publié un résultat en net repli, marqué par les chutes des cours des matières premières, notamment le manganèse. Donc là aussi, vous voyez que même si c'est une société du secteur énergie, matériaux de base, même si on a eu des rebonds techniques, eh bien, il y a des titres qui continuent d'être à la peine. Et puis ce soir, on aura de nombreuses publications, donc faites attention si vous êtes en position sur Valorec, Vivendi, Valeo, Ingenico, Saft, Tarkett et GTT. Toutes ces sociétés-là publieront après bourse. Concernant les statistiques passées, on a eu des mauvais chiffres de l'emploi en Australie cette nuit. C'est ce qui explique la baisse du dollar australien par rapport à tous ses homologues. On a eu des minutes du FOMC très prudentes et attentistes. Le nombre de mots, en fait, le nombre de phrases qui dit que la Fed
est regardante par rapport à la Chine, au risque baissier, à l'inflation, a fortement augmenté. Donc on voit bien que tout doucement, la Fed passe d'une politique agressive, où elle était très positive sur l'économie et prête à monter ses taux, à un attentisme exacerbé par ce qu'il se passe sur la planète financière en général. Il a même été dit donc par certains membres de la Fed qu'ils allaient regarder l'inflation de plus près et que tant que l'inflation ne remonterait pas, il n'y aurait pas de hausse de taux. Il y a même un membre de la Fed qui a expliqué que étant donné les dégradations en Chine sur les perspectives mondiales sur certains secteurs, eh bien, en fait, la dégradation des conditions de marché équivalait à une hausse de taux. Et donc, il n'avait pas besoin de monter les taux puisqu'il y avait une dégradation à côté. Voilà. Donc les membres de la Fed, comme ils le peuvent, nous expliquent qu'ils sont en train de revirer gentiment dans leur stratégie et passer de agressif à accommodant. Vous aurez pu remarquer d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'analyses, de plus en plus d'économistes qui parlent de potentiel quantitative easing aux États-Unis. Alors, on n'y est pas, mais si ça fait un petit moment que vous me suivez, vous savez que dès 2015, j'expliquais que la Fed ne pourrait pas monter ses taux plus d'une fois. Elle l'a fait une fois en 2015. En 2016, on n'aura pas de hausse de taux a priori au premier semestre et si les chiffres économiques continuent de se déprécier, eh bien, il sera très compliqué pour la Fed de monter ses taux au deuxième semestre. Donc voilà, gardez cela en tête car ça a un impact sur les marchés, ça a un impact sur le dollar et ce revirement de situation est quand même quelque chose de très important à moyen terme. On a eu en Chine 2 chiffres, le CPI, donc le Consumer Price Index, qui est ressorti un petit peu inférieur aux attentes, et un PPI, le Production Price Index, qui est sorti un petit peu mieux que prévu. Donc on va dire qu'à ces 2 chiffres-là, on a quelque chose en ligne, alors que jusqu'ici, la Chine décevait. Donc suite à tout ça, tout ce qui s'est passé, on a eu des indices américains qui sont remontés hier en fin de séance. On a eu des rachats de short massifs aux États-Unis. On a eu une hausse du Nikkei de plus de 2%. Par contre, vous allez le voir, on a ouvert en hausse ce matin sur le CAC 40, mais après la forte hausse des dernières séances, eh bien, à court terme, les acheteurs sont beaucoup plus prudents et on voit même les vendeurs sortir du bois. La séance du jour sera donc d'autant plus importante que nous sommes sous des niveaux clés, puisqu'à 13h30, nous aurons le compte-rendu de la BCE sur sa politique monétaire. À 14h30, on aura les chiffres du chômage américain et l'indice de la Fed de Philadelphie. À 17h, on aura les stocks de pétrole, essence et produits distillés. Et cela, vous le savez, ça fait bouger les cours du pétrole qui font bouger les indices. Et à 21h30, pour ceux qui tradent le soir, attention, un discours de John Williams de la Fed qui peut faire bouger un petit peu le marché. Je vous ai marqué exprès à 17h stock de pétrole, d'essence et de produits distillés car vous ne devez pas regarder uniquement les stocks de pétrole. Il y a 1 ou 2 semaines, par exemple, les stocks de pétrole étaient sortis inférieurs aux attentes et donc, en regardant uniquement les stocks de pétrole, on aurait pu se dire les stocks sont inférieurs, les prix vont monter. Mais l'essence et les produits distillés, eux, ont vu leurs stocks augmenter fortement. Donc attention, ne regardez pas que les stocks de pétrole, regardez bien les stocks de pétrole, d'essence et de produits distillés et c'est la somme de l'ensemble qui doit vous dire si les stocks ont baissé ou non. Et ainsi, vous pouvez en conclure d'une action sur les prix. Passons maintenant au graphique. Donc voici le graphique du CAC 40. Nous allons regarder ensemble quelques indices ce matin. Donc le concept, dès le début de la semaine, nous avons vu que le CAC 40 était en forte hausse et il avait un gap sous les pieds. Le lendemain, mardi, nous avons de nouveau testé la zone des 4150 et ça ne passait pas. On est revenu tester les plus bas du début de la semaine et ils ont tenu, donc ça a validé la pertinence d'un gap d'éjection. Résultat hier, grâce aux bons chiffres d'entreprise, grâce au rachat de positions vendeuses, grâce à l'absence de mauvaises nouvelles, grâce à la hausse du pétrole, eh bien les acheteurs ont pris la main et comme je vous le disais, il faut parfois laisser le temps au temps, le temps du rebond s'opérer.
Nous voilà maintenant ce matin à 4260 sous le haut de canal baissier du 440. On est revenu tester les 4210 et vous voyez qu'on est à 4240 et que les marchés tiennent bien. Nous n'avons donc pas pour le moment de signal baissier. Et en fait, ce que j'expliquais hier, notamment sur Twitter, en rentrant donc de mon petit voyage à Londres, c'était que en l'absence de mauvaises nouvelles et en l'absence de catalyseur baissier, on n'a pas de raison de repartir franchement à la baisse. Donc on pourrait tout simplement latéraliser. On a beaucoup de rendez-vous cet après-midi et demain, et donc on va voir quel camp les acteurs vont choisir à court terme. Est-ce qu'on fait perdurer le rebond technique? On permet aux indices baissiers en Europe de sortir de leur canot baissier et de passer neutre à moyen terme, auquel cas on peut remonter un peu plus haut vers des résistances? Ou est-ce que les vendeurs, rapidement sous des niveaux clés comme les 4250 ou les 4300, vont sortir et reprendre la main? En résistance clé, donc on a 4260 le haut de canal et au-dessus de ça on a les 4300 seuil psychologique. En support, les 4170-180 sont les plus bas de début février et représentent 50% du chandelier d'hier. C'est donc le support technique de court terme. Donc vous voyez qu'ici à 4240, on a une résistance à 60 points, un support à 60 points, on est un petit peu au milieu de nulle part, le marché est attentiste en vue de chiffres économiques. Il n'est donc pas nécessaire forcément d'avoir la nécessité de prendre une position si vous ne savez pas ce que va faire le marché. Les acheteurs qui sont en position et qui souhaitent continuer de jouer la hausse, eux, peuvent remonter leur stop au fur et à mesure afin de protéger leurs gains et de profiter d'une éventuelle continuation de la hausse. Les vendeurs, eux, peuvent vendre agressivement des résistances s'ils le souhaitent, à 4250 ou à 4300, ou bien ils peuvent prudemment attendre un signal de renversement baissier, une présence vendeuse et une cassure de support, ce qui validera donc un retour des présences vendeuses et de la pression vendeuse que nous avons eue auparavant. N'oubliez pas qu'on vient de baisser en ligne droite pendant 2 mois et demi et qu'on peut très bien respirer pendant 1, 2 ou 3 semaines avant que des catalyseurs fortement haussiers ou baissiers prennent le pas. Donc voilà pour le 440. Après, on peut regarder le DAX. Donc le DAX, il était dans une tendance baissière forte. Il est bloqué sous 9260, il les a cassés hier, il a donné un signal, ce qui lui a permis de foncer tout droit à 9420-430. Ce matin, il a même fait 9440. Sur le DAX, j'ai un peu ajusté mon canal baissier en ne prenant pas en considération les bougies du 29 et du 30 décembre que j'ai considérées comme des excès. Ainsi, ça me permettait d'avoir un beau canal baissier relativement propre et en plus que le canal baissier sur le DAX se conjugue au canal baissier sur le CAC. Ainsi, vous voyez que sur le DAX comme sur le CAC, on est dans la fourchette haute du canal baissier et il faudra casser cette zone-là pour pouvoir potentiellement remonter plus haut. Par contre, si on bloque dans cette zone de prix-là, attention aux reprises baissières. Concernant les indices américains, vous n'êtes pas sans avoir vu, je pense, puisqu'on en a parlé, le potentiel double bottom qui est en place sur le SP500. Souvenez-vous, l'été dernier, nous avions fait un point bas en août, un point bas en septembre, puis les cours étaient repartis à la hausse. On avait évoqué cette possibilité ensemble lorsqu'on testait la semaine dernière la zone des 1820 points. On a fait un point bas en janvier, on a fait un point bas en février, et là, les cours remontent. Est-ce que l'on va valider un double bottom, casser la ligne de coup et repartir à la hausse au-dessus vers les 2000 points? C'est le suspense. Pour cela, comme je viens de vous le dire à l'instant, il faudra casser la ligne de coup du double bottom. Ça, c'est un double bottom. La ligne de coup est ici. Il y a un niveau horizontal, mais on voit bien aussi qu'il y a une oblique qui passe par tous les plus hauts qui correspond bien. Donc si le SP500 trouve la force d'accélérer au-dessus de cette zone de prix et des plus hauts de fin janvier, alors il validerait un double bottom et potentiellement pourrait remonter beaucoup plus haut et ainsi tirer les indices européens à la hausse avec lui. L'autre solution, c'est que le SP500 a rebondi sur les 1810 points in extremis, vient de réaliser 3-4 jours de rebond technique, puisqu'il avait besoin de souffler et que des valeurs ont opéré des rattrapages, notamment dans le secteur énergétique.
Et puis maintenant que l'on se retrouve sous résistance, si les catalyseurs ne sont pas positifs cet après-midi, eh bien potentiellement la baisse pourrait reprendre ses droits. En bref, vous l'aurez compris, que ce soit sur le DAX, le CAC ou le SP500, la première phase de rebond technique a eu lieu. Nous sommes passés des supports de moyen terme aux résistances journalières de court terme. Il va falloir donc maintenant attendre toutes les statistiques de cet après-midi et voir comment les opérateurs les digèrent pour voir si on a une poursuite du rebond technique ou au contraire un retour des velléités baissières. Je prends en même temps note de tous vos commentaires. Tony me dit bonjour, je note un biseau ascendant en 1 heure sur le CAC dans le mouvement baissier actuel. J'attends une cassure sur le seuil des 4156 qui correspond à la dernière résistance brisée. Alors moi Tony, je vous ai parlé des 4170,80. Ce serait déjà une première zone. Sous 4150, effectivement, on aurait potentiellement donc une accélération baissière. Tony me dit aussi, le SP500 ne m'inspire pas confiance sous le seuil des 1850-1900. C'est donc sous les 1930 ici qu'on est sous résistance. Si on repassait sous 1900 sur le SP, alors il y aurait retour des velléités baissières, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Ensuite, Tony me dit, pas d'achat sur repli pour moi sur le CAC, je cherche toujours à vendre. Eh bien, la chose que je peux vous dire, Tony, c'est laissez le temps au temps et voyez ce qu'il se passe. Vous avez vu qu'on a des résistances clés, soit vous les vendez agressivement, mais vous faites attention à votre money management, soit vous attendez des signaux baissiers, ce qui peut être plus prudent. Jean-Jacques me dit, pourrait-on craindre un jour une dévaluation surprise du dollar? J'y crois de plus en plus. Oui, Jean-Jacques, si la Fed à un moment dit que les pressions sur les résultats, que la Chine, que les déboires du marché actions, etc. sont trop pesants, la Fed pourrait, fin 2016 ou en 2017, dévaluer de nouveau le dollar, faire du quantitative easing. C'est quelque chose de tout à fait plausible. Georges me dit, sur le pétrole, vaut-il mieux analyser le pétrole Brent ou le pétrole brut léger? Je suis débutant. Eh bien, Georges, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, par exemple, où on constate que le Brent est plus fort que le WTI. Et donc, quand on joue la hausse, on va sur le Brent et pas sur le WTI. Il y a donc des périodes où l'un est plus fort que l'autre. Et donc, en fonction de si vous êtes acheteur ou vendeur, vous jouez l'un ou l'autre. Et deuxième chose à vous dire sur le pétrole, il y a des séquences, donc des semaines ou des mois ou des trimestres entiers où le WTI est beaucoup plus propre techniquement que le Brent. Et donc, vous aurez tendance à trader celui que vous arrivez le mieux à lire, celui que vous arrivez le mieux à cadrer. Voilà. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, concernant les actions, bon chiffre de Air France qui gagne 9% ce matin, qui fait un nouveau plus haut annuel. Air France, tout comme les nombreuses compagnies pétrolières en 2016, ont le vent en poupe. Elle profite bien évidemment de la baisse du pétrole et vous voyez donc que le titre ici s'apprécie fortement. Bien évidemment, si le pétrole devait remonter très fortement dans l'année, cela pèserait de nouveau sur Air France, mais à court terme, en tous les cas, les acheteurs ont la main sur ce dossier. Dans les hausses, on retrouve Selectis, société biotechnologique potentiellement de qualité d'après l'analyse de Sacha Pouget qui était venu faire un webinaire avec nous. Elle arrive de justesse à reprendre sa zone basse puisque c'est un titre qui évolue dans un grand range de moyen terme entre 18,20 et 40,42. Donc voilà, la valeur s'était fait peur, elle est en train de reprendre un petit peu de hauteur, mais en général les biotechnologiques restent sous pression. Capgemini donc a publié des résultats et reprend 3%, mais vous voyez bien que le titre remonte dans une tendance baissière et que pour l'instant, ça reste un rebond technique et non pas une poursuite d'un mouvement haussier de fond. Accor, c'est la même chose, les chiffres sont bons, la société rassure, mais le titre reste dans une tendance fortement baissière, donc il faudra se méfier. Plus on va revenir vers des résistances clés, comme celle des 37,80, 38 euros, et plus les acheteurs auront potentiellement du mal. À la baisse, donc on retrouve Eramet qui perd 6% suite à la publication de ses résultats et qui montre que les matériaux de base ne se sont pas encore retournés et qu'il faudra plus que cela pour lui permettre de se retourner. Swatec qui avait pris 10% hier. Typiquement, c'est un titre spéculatif, donc on a une forte hausse du CAC, on a une forte hausse de Swatec, sauf qu'aujourd'hui, alors que le CAC végète, eh bien, elle retombe aussi sec.
TF1 a publié des chiffres moins bons qu'attendus et donc reste sous pression dans sa tendance baissière. BIC, qui a perdu 8% hier, en perd encore 3% aujourd'hui. La publication des résultats fait que nombreux investisseurs donc sortent du dossier qui était jusqu'ici un magnifique dossier, puisque vous voyez que le titre BIC sur les dernières années avait pratiquement réalisé un parcours sans faute. Et là, vous voyez bien la rupture baissière du trend de moyen long terme. On va maintenant passer aux matières premières. Sur les matières premières, donc on va voir ensemble le pétrole. On va voir qu'il est sorti in extremis de son canal baissier et qu'il est en train de consolider au-dessus de cette zone de prix. Là, je suis en données hebdomadaires, je passe en données journalières. Donc, voici le graphique. Mardi, on avait vu ensemble donc, qu'il fallait faire attention parce qu'on avait touché 31 $ et c'était retombé aussi sec. Mercredi, donc hier, alors que j'étais absent, il y a eu vraiment un mouvement haussier fort, des confirmations des discussions entre les pays producteurs, et donc on a réussi à prendre de la hauteur et à valider la hausse, à inscrire un nouveau plus haut hebdomadaire et à se stabiliser au-dessus du canal et au-dessus de la MM20, au-dessus de laquelle donc on n'avait pas réussi à se stabiliser précédemment. Donc on passe de baissier à neutre. Vous voyez bien que sur les sur les 6 dernières semaines, en fait, on est complètement neutre. On a ici un double bottom qui semble se dessiner. Donc il faudrait que les cours reviennent, la ligne de coût est à 34 $. Donc on peut considérer que le pétrole n'est plus fortement baissier mais désormais neutre. Étant neutre, il peut soit revenir vers les supports en cas de stock trop élevé, ou bien soit filer en direction des 34 $ puisque maintenant il a le champ libre et que le canal est cassé. On aura les stocks cet après-midi, on sera très vite fixé. Ce soir à 17h, normalement, on devrait avoir soit une forte dépréciation, soit une forte appréciation. Et si on a une appréciation des cours du pétrole en direction des 33-34 $, ça portera tout le secteur énergétique à la hausse et ce sera donc un soutien aux indices. Et le jour où on casserait 34 $, on validerait alors un double bottom et l'objectif théorique, ce serait de remonter en direction des 40 $. Mais nous n'y sommes pas, on est encore à 30, on a les prémices de rebond, voyons si tout cela se confirme. Concernant le gaz naturel, je n'ai pas touché à mon graphique depuis mardi. On avait parlé des 1,85 comme zone de prix à surveiller. On a fait 1,87 au plus bas. Les cours réagissent. Vont-ils repartir à la hausse? Il faudrait pour ça que le froid augmente aux États-Unis, tout comme ça a été le cas ces derniers jours en Europe. Concernant le blé, on en avait parlé, je vous avais indiqué le support des 455-460 $ par boisseau. On rebondit un petit peu sur ce seuil pour l'instant, donc on voit bien que ce seuil est confirmé, validé, et ça laisse la place à un hypothétique rebond dont on avait déjà parlé ensemble. Le riz, je vous en parle parce qu'il est dans les starting blocks, il est dans la borne basse, il est sous la borne haute de son biseau descendant. Donc voilà le biseau descendant. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu mon webinaire avec Trado sur les figures de retournement, que lorsqu'on sort d'un biseau par le haut, lorsqu'on sort d'un biseau descendant par le haut, c'est un beau signal. Hier, les cours ont tenté de s'en extraire, mais ont reflué à l'intérieur. Pour l'instant, on bloque dessous, donc aucun signal pour le moment sur le riz. Par contre, si on voit la zone des 11,10 être dépassée en force en journée, puis en clôture, alors on aura notre sortie de congestion et un potentiel haussier pourrait se développer. L'or stabilise sur la zone des 1200. Alors c'est pas étonnant, il ne faut pas en demander trop à l'or. Je vous rappelle que l'or donc est passé de 1040 à 1260 en l'espace de 2 mois. Il est donc tout à fait légitime que les cours se stabilisent, ne repartent pas fortement à la hausse ou à la baisse. Donc si vous pensez que les indices boursiers à un moment vont repartir à la baisse, eh bien vous êtes plutôt de ceux qui privilégient les achats sur repli sur l'or. Si au contraire vous pensez que les indices vont aller plus haut, alors vous laissez l'or de côté, puisque si les indices montent, l'or aura tendance à consolider. Donc l'or, ça dépend vraiment de vos perspectives sur le marché action et sur le dollar.
C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur les matières premières. Et pour finir, les devises. Comme d'habitude, je vais vous parler de l'euro-dollar, mais avant toute chose, dans le bas du classement, donc vous voyez l'AUD-NZD, l'AUD-USD. Donc il y a toutes les paires en AUD qui se replient, puisque les chiffres de l'emploi étaient mauvais cette nuit. Néanmoins, il y a eu un repli, mais je dois vous avouer que ça tient quand même relativement bien. Dans les baisses du jour, on a aussi l'USD-Yen qui est corrélé au sentiment du risque. Donc l'USD-Yen, en fait, nous montre bien un petit peu ce qui s'est passé sur les indices depuis 2 mois. Donc depuis 2 mois, le sentiment du risque a chuté en 2 temps, une phase, 2 phases. On a touché un point bas la semaine dernière sur les indices comme sur l'USD-Yen. Depuis, on rebondit et là, à court terme, on se cherche. Et en fonction des prochains catalyseurs, soit l'USD-Yen réussit à monter, revient à 116, son pivot de moyen terme, auquel cas le CAC, le DAX et le SP500 font aussi un nouveau mouvement haussier et vont chercher les résistances suivantes, ou bien à tout moment, l'USD-Yen repart à la baisse dans le sens de sa tendance et emmène potentiellement avec lui les indices boursiers. Et puis sur les monnaies, pour finir, vous voyez bien que l'euro est toujours bien soutenu. Dans les plus fortes hausses du jour, on a l'euro AUD, l'euro TRI. Alors l'euro AUD, je vais vous le montrer parce qu'on a un canal haussier dans lequel les cours j'allais dire se baladent, mais ça se dit pas trop. Dans lequel les cours évoluent depuis maintenant 2 mois. Donc il faut surveiller ici la zone des 1,55. Si les 1,55 cassent, on aura une rupture de tendance. Par contre, si ça tient, on peut avoir de nouveau un mouvement haussier sur l'euro AUD. L'euro est fort, l'AUD est un petit peu sous pression, donc il est légitime ici que cette paire en profite un petit peu. Néanmoins, je viens de penser à cela, si les matières premières rebondissent fortement, si on a le pétrole, l'or, les métaux, surtout les métaux en fait en général qui sont soutenus, ce sera un soutien à l'AUD et ça peut le renforcer. Donc prudence quand même, en tous les cas vous avez un seuil clé, à vous de voir. Et puis pour finir, l'euro USD. Donc l'euro USD, même chose que sur l'or. En fait, vous pouvez constater que souvent, quand on a un scénario principal sur le marché, eh bien, il peut se répercuter sur beaucoup d'actifs. Donc soit vous pensez que les indices peuvent monter encore un peu plus haut, auquel cas ça peut avoir encore un peu de pression sur l'euro-dollar qui pourrait revenir vers les 1,1050, ces anciens plus hauts du mois de décembre, et donc vous patientez. Soit vous pensez que les indices vont repartir à la baisse et donc l'euro-dollar pourrait repartir à la hausse. Personnellement, je ne cherche pas à le savoir, on le verra très nettement, rapidement je pense. Donc l'option 1, c'est de revenir vers le support avant éventuellement de repartir à la hausse dans le sens de la tendance. L'option 2, c'est que les indices repartent à la baisse et que l'euro reparte à la hausse sans passer par la case support. L'option 3, baissière, où on casse les indices 50 et on part fortement à la baisse sur l'euro, impliquerait que les indices explosent à la hausse, que le pétrole monte fortement, que tout se passe bien en Chine. Je dis pas que c'est pas possible, mais je demande à voir. Voilà, donc il est 10h34, je pense avoir fait un bon tour d'horizon de ces marchés. On a eu des consolidations sur l'or, des consolidations sur l'euro-dollar, on a eu une consolidation haussière, un rebond technique donc sur les indices. Nous voilà désormais à proximité de support sur l'euro et l'or et à proximité de résistance sur les indices. Nous avons de nombreux catalyseurs cet après-midi, des statistiques en tout genre, concernant et la zone euro et les US. Voyons donc si le rebond technique perdure ou si des velléités baissières de nouveau font leur apparition. Et puis on se retrouvera demain, vendredi, pour faire le point à 10h et pour établir donc des stratégies pour la fin de la semaine. Voilà, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour la matinale. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 10h. Je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne séance de trading. Au revoir à tous.